L'Amérique latine regorge d'expressions esthétiques populaires et traditionnelles. Les expressions artistiques latino-américaines sont, comme ces peuples, pour beaucoup, le résultat de brassages ethniques et culturels complexes en cours depuis des siècles. Le théâtre, comme nous le savons, est arrivé en Amérique latine avec les campagnes de colonisation européenne et depuis, il a évolué en contact avec les expressions, la pensée et les besoins des populations très diverses. Dans l'épicentre d'un phénomène de métissage complexe, le théâtre en tant que pratique multidisciplinaire de représentation s'est adapté à chaque fois, selon les contextes, donnant lieu à des variations très riches de ces pratiques. Le théâtre a trouvé donc des racines fortes en Amérique latine et des raisons d'y rester. Aujourd'hui, nous parlons avec beaucoup de propriété du théâtre latino-américain. Ce théâtre intelligent et engagé qui grandit suivant l'exemple de son grand frère, le théâtre européen, avec toutes ses complexités et sa grande tradition. Il a été un bon élève qui, ayant bien appris les leçons de ses maîtres russes et européens, veut trouver son indépendance esthétique, mais il peine encore à remettre en question ses paradigmes. Je ne parle pas ici de ces magnifiques laboratoires répandus sur toute la région latino-américaine où des créateurs s'investissent à la recherche d'autres voies d'interprétation, d'autres voies de narration, d'autres langages et qui se détachent, pour certains d'entre eux, radicalement des formes connues. Il existe heureusement, mais ils restent marginaux car leurs résultats tardent à apparaître et qui sont rarement soutenus par des institutions officielles, ce qui rend difficile la diffusion de leurs spectacles et de leurs méthodes. Mais laissons ça pour un autre débat. Je fais mention ici de la pratique théâtrale qui est enseignée dans les écoles d'art et que l'on voit sur les grandes scènes des plus beaux édifices théâtraux. Cette pratique théâtrale a du mal à se détacher du logocentrisme, de la traditionnelle formule de narration aristotélicienne et de ses divisions spectacle-spectateur, texte-corps, parole, musique et ainsi de suite. L'interculturalité se présente comme une condition des sociétés latino-américaines et depuis les années 50 comme une réponse possible à la recherche identitaire du théâtre. Une recherche animée par l'intention d'une émancipation esthétique, mais qui se fait à travers des dynamiques d'adaptation ou d'extraction d'éléments traditionnels ou populaires de la culture pour nourrir les formes connues du théâtre occidental. Cette configuration relationnelle est d'autant plus problématique qu'elle correspond à une pensée ethnocentrique de l'art, qui limite le potentiel esthétique des rencontres possibles entre des créateurs des traditions différentes. En effet, l'interculturalité dans les arts de la scène ne devrait pas se limiter à l'intégration des seules formes d'expression traditionnelle d'un peuple dans le régime de représentation d'un autre. De même, une création interculturelle ne peut pas être déterminée par la seule apparition sur scène d'interprètes appartenant à des cultures différentes. L'introduction d'accessoires, des musiques, des danses, des codes visuels ne devrait pas suffire non plus pour qu'un processus de création soit considéré interculturel. Une création s'inscrit dans un système de pensée qui comporte, entre autres, des méthodes, des choix esthétiques, des moyens techniques et poétiques qui permettent à l'œuvre d'exister. Ainsi, puisque tout spectacle est l'expression d'un système de pensée particulier, pour qu'il y ait spectacle interculturel, il faudrait que le système de pensée qui le crée le soit aussi. Dans ce sens, le chemin d'émancipation esthétique dans les arts de la scène latino-américain passe avant tout par une transformation des bases qui fondent les relations entre les différentes traditions de création qui évoluent sur son territoire et les créateurs qui les incarnent. Mais tenant compte des complexités conceptuelles, techniques et logistiques d'un projet de création interculturelle, dans quel sens avancer pour construire de telles relations ? Cela commence par une transformation de la perspective de l'altérité à travers une prise de conscience de ses propres traditions et l'observation critique de ses propres pratiques de création. Pour commencer,
La célèbre phrase de Jerzy Grotowski « Tu es le fils de quelqu'un » rappelle dans les arts de la scène que chaque artiste a appris le métier au sein d'un groupe, d'une école, d'un collectif, que chacun a des référents, des maîtres ou des professeurs. À cela s'ajoute le patrimoine culturel que chacun porte en soi et qui nourrit son imaginaire et sa création. La pratique de chaque créateur est en quelque sorte fille de ce parcours et s'inscrit dans la continuité d'une tradition en particulier, même lorsque sa création promeut des transformations radicales. Faire ce bilan des héritages culturels et professionnels permet d'observer les schémas, les structures et les paradigmes à partir desquels l'artiste de théâtre crée. Par ailleurs, Gayatri Chakravorty Spivak, historienne en littérature, propose de faire une analyse critique de l'histoire et de ses versions officielles diffusées à travers la littérature afin de comprendre quels sont les discours transmis, comment sont-ils construits et les perspectives qu'ils donnent à lire. Elle propose ainsi la déconstruction de ces narrations historiques formulées et transmises depuis une perspective unique, tant au sein des peuples dominants que des peuples dominés. Pour un artiste latino-américain, cette déconstruction peut s'ériger en geste de décolonisation de l'imaginaire s'il commence par une prise de conscience de la tradition dans laquelle s'inscrit sa pratique et de la pensée que sa création fait vivre, d'une part par le discours transmis et d'autre part par ses choix méthodologiques et des compositions, dont notamment le type de relation qu'il entretient avec les créateurs d'autres traditions dans ses projets. Cette prise de conscience et ce regard critique de sa propre tradition amène un positionnement moins ethnocentré de la part de l'artiste occidental vis-à-vis des créateurs autochtones. Chaque pratique est considérée comme une possibilité parmi toutes les formes d'expression spectaculaire qui existent, ce qui permet de reconnaître les différences d'une tradition à l'autre et de décider à partir de là les éléments de la tradition qui seront investis dans le projet de part et d'autre. À ce propos, Manuela Carneiro da Cunha apporte un outil conceptuel qui permet d'imaginer une dimension intermédiaire destinée à l'échange entre nos cultures. Cet anthropologue observe que chez certains peuples amazoniens, il existe une double notion de culture. La première, culture avec un grand C, qu'elle décrit comme un réseau dans lequel nous sommes tous suspendus, et culture, entre guillemets, qui serait sa dimension relationnelle. Culture, entre guillemets, apparaît comme une transformation de la catégorie d'analyse culture dans son aller-retour entre la pensée occidentale et la pensée amérindienne. Cette notion entre guillemets désigne une dimension de la culture où sont placés les objets de culture destinés à entrer en relation avec d'autres groupes humains. Par exemple, un vase, une danse, un chant sont choisis à la fois pour être échangés et pour définir l'identité du groupe face à l'autre. Dans cette logique, toutes les expressions de la tradition ou de la connaissance traditionnelle ne sont pas la culture, tant que le groupe concerné ne l'a pas décidé ainsi. Il est aussi important de prendre en considération que cela change selon les interlocuteurs et le type de relation. Dans un processus de création interculturelle, une dimension relationnelle semblable à cette culture peut être activée si les créateurs sont conscients de la tradition dans laquelle s'inscrivent ces pratiques et de leurs différences, et qu'ils choisissent les objets de culture qu'ils souhaitent investir dans la rencontre. Ainsi, les propositions associées de Gayatri Chakravorty Spivak, Manuela Carneiro da Cunha et Jerzy Grotowski nous rappellent d'une part l'importance d'avoir conscience des imaginaires dans lesquels s'inscrivent notre œuvre et nos méthodes de création et de porter sur eux un regard critique. Et d'autre part, la considération d'une dimension relationnelle de la culture qui change selon la nature des relations et les interlocuteurs impliqués. Ces principes renvoient à une conscience de soi et de l'autre,
de la différence et de son rôle essentiel dans les relations de création. À partir de cette conscience se posent les bases d'une écoute ouverte et attentive entre les créateurs. L'objectif étant de construire les bases d'un échange réciproque où aucune des traditions en contact ne finisse par étouffer l'autre. J'aime penser que l'interculturalité dans les arts de la scène est une opportunité d'ouvrir un espace de négociation constante qui met à profit les tensions entre des éléments différents pour générer du mouvement, un mouvement de création perpétuelle. 2 cas en Amérique latine permettent d'observer des relations de création interculturelle ayant réussi à établir des échanges réciproques entre des créateurs de traditions différentes. Le premier cas est celui de Marluí Miranda, musicienne et musicologue brésilienne qui témoigne de la complexité des rapports entre l'artiste occidental et les créateurs des communautés amérindiennes avec lesquels elle réalise des compositions musicales depuis plusieurs décennies. Elle décrit ces rapports avec les musiciens et compositeurs des communautés amérindiennes comme des partenariats. Cette notion apparaît dans son travail comme une option pour dénouer les complexités qu'elle constate dans les rapports entre les régimes de création occidentales et ceux de la pensée amérindienne. Une de ces complexités est la facilité de l'artiste occidental de se laisser aller à des attitudes paternalistes, protectionnistes, puristes ou romancées envers les créateurs amérindiens et leur communauté. Depuis son expérience, Marluí Miranda constate que ces attitudes infantilisantes et déshumanisantes entraînent une dépendance et une hiérarchisation dans les échanges. Cette dépendance peut, certes, procurer des bénéfices immédiats de part et d'autre de la relation, mais elle peut aussi être un obstacle au développement durable de la communauté, de ses traditions, de son économie et bien sûr de la relation avec l'artiste. C'est aussi une limite pour ce dernier dont la position hiérarchisée ne lui permet pas de voir au-delà d'un prisme construit par les attentes et de son projet et de ses partenaires. Il sera probablement le spectateur d'une tradition performée, faite pour répondre à son imaginaire d'étranger en retour des satisfactions immédiates. Marluí Miranda insiste en revanche sur le fait qu'il est rare de pouvoir construire un rapport de fraternité avec des communautés amérindiennes, car, explique-t-elle, peu importe ce que tu fais, tu seras toujours un étranger. Et il y a à l'égard de l'artiste-chercheur, de l'ethnologue ou l'anthropologue et tout autre intervenant étranger occidental, une sorte de méfiance constante qui peut s'expliquer par l'histoire des rapports de colonisation entre les peuples natifs du continent américain et les peuples occidentaux. Elle pointe aussi le danger d'un travail d'extraction qui transformerait les expressions d'une tradition en démonstrations purement folkloriques et qui les déconnecterait de leurs sources et de leur sens. Cette préoccupation rejoint une des peurs que Viveros de Castro expose concernant la peur de l'homme à la déshumanisation. Un processus lors duquel le sujet deviendrait exclusivement objet parce qu'il ne serait plus reconnu dans son humanité par les autres. Car si la relation entre artiste de théâtre et créateur autochtone se tise en termes d'artiste créateur et de sa source, alors surgit une ignorance des besoins, des capacités du créateur autochtone et des processus complexes du développement de la connaissance partagée. Ici, nous approchons ce qu'à mon avis est le contexte par excellence pour expérimenter la peur en Amazonie amérindienne. Entrer dans un régime supernaturel. J'emploie ce terme pour désigner une situation dans laquelle le sujet d'une perspective ou soi est soudainement transformé en objet dans la perspective d'un autre être. Indépendamment de l'apparente spécificité identitaire de son espèce, cet autre être se révèle être un esprit par l'acte même d'assumer la position maîtresse de la perspective dominante, soumettant ainsi l'humain à sa définition de la réalité. Le deuxième cas de partenariat, le spectacle Bororo, concerne une création récente entre
théâtre, danse et tradition afro-colombienne qui illustre dans la pratique l'emploi de la notion de culture, entre guillemets, dans le travail sur le plateau. Dans la rencontre entre Eugenio Gómez, metteur en scène et écrivain, et Henry Ibargüen, danseur et chorégraphe, se construit presque intuitivement cette dimension relationnelle des cultures et les créateurs placent dedans les objets des cultures qui deviennent leur matière de travail. Même si Henry Ibargüen et Eugenio Gómez partagent de nombreux éléments culturels, traditionnels, méthodologiques, poétiques et ainsi de suite, ils décident pour cette création d'apporter justement les éléments qui n'ont pas en commun. Chacun de ces créateurs est les détenteurs d'une connaissance qu'il subvertit dans l'attention de ces lieux intermédiaires ouverts pour la création. Nous observerons comment Henry Ibargüen danse un alabao, chant funéraire qui n'est traditionnellement pas destiné à la danse, mais ce geste est lu et réalisé dans le respect du sens profond du chant, du rite et de sa compositrice. En effet, le spectacle entier incarne un rite funéraire unique composé par l'artiste qui fait un hommage à la mémoire de ses morts. Ses parents d'abord, et ensuite des personnages historiques et des activistes contemporains morts ou assassinés dans une lutte bien connue pour le respect des droits des peuples afro-colombiens et pour la sauvegarde de leur territoire et de l'écologie. La notion de partenariat implique que la relation a lieu entre plusieurs créateurs de traditions différentes qui partagent l'intérêt d'un projet commun. La formule « informateur-chercheur » empruntée à l'anthropologie est donc abandonnée, du fait qu'elle renvoie vers une relation d'extraction qui peut subtilement se tourner vers une déshumanisation de l'autre, puisqu'il est approché seulement en tant que porteur d'une connaissance, et ces traditions sont perçues comme du contenu culturel. La notion de partenariat met les connaissances et les techniques des créateurs impliqués au même niveau de valorisation pour installer des collaborations réciproques. Cela ouvre le champ des possibilités concernant les choix méthodologiques, les matières de création, les langages, etc. Les explorations esthétiques deviennent donc plus riches dans cette configuration des collaborations. Ma proposition aujourd'hui est qu'à partir de la notion de partenariat, nous puissions considérer l'interculturalité non plus comme une catégorie, mais comme une relation, permettant d'enclencher des processus où les paradigmes de création et l'équilibre des formes sont mis en danger pour potentialiser le contact entre deux ou plusieurs formes de l'expression humaine. Merci. Yo soy Henry Ibargüen Murillo. Al igual que ustedes, yo soy todo y no soy nada. Pero hoy seré Novercilia Murillo, mi madre. Chontaduro, mango, coca. Hoy, mamá, tu plato se vuelve danza. Dios hizo el cielo y la tierra y los santos.
jamás han podido hacer otro igual a él, pero jamás han podido hacer otro igual a él. Con Dios te salve María, el rayo de la luz, dijo que había de nacer, verdadero es Dios, dijo que había de nacer. verdadero es Dios. Pregunta Santa Isabel junto con Santa María, si antes de formar la gloria el mundo, ¿quién lo tenía?